Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir évidemment aux élus régionaux que je vois dans cette salle. Ça fait plaisir que le Front National soit de retour et en force, comme jamais, au Conseil régional d'Île-de-France. C'est bien la moindre des choses. Bonsoir à vous tous qui êtes nombreux, ça fait plaisir également. Et merci Jordan, merci pour cette belle parole que tu portes. Vous remarquerez le talent, la jeunesse, le dynamisme. Jordan est peut-être le plus jeune secrétaire départemental, je crois, actuellement. Vous pouvez vraiment l'applaudir. Élu régional dont j'ai déjà entendu beaucoup de bien. Et il me tarde d'aller voir ses interventions, parce qu'on m'en a dit des choses très sympathiques. Et il vient de mettre sur pied un collectif qui s'appelle Banlieue Patriote, qui est très important. Et vous pouvez vraiment le saluer pour ce travail réalisé, parce que c'est un travail absolument remarquable. Et Jordan et d'autres incarnent évidemment l'avenir de notre mouvement, l'avenir de notre formation politique, c'est-à-dire l'avenir de nos idées, de nos convictions, et donc l'avenir de notre pays, de notre patrie, la France. Alors tout d'abord, je commence par m'excuser, je suis désolé, mais je suis en train, et nous sommes en train, du fait de ce dîner ici, ce soir, cette réunion publique, eh bien, je vous oblige à louper l'interview du président de la République sur France Inter. C'est en ce moment même. Vous avez manqué 2 heures de François Hollande. Alors, bon, vous n'avez pas l'air si déçu que ça me rassure. J'étais sur la route, j'ai entendu dans la voiture quand même un petit peu le début. Donc je vous livre quelques perles que j'ai pu noter, griffonner. Donc c'est du Hollande dans le texte. Hein. Je le cite, première perle, Schengen, c'est ce qui nous protège. Deuxième perle de François Hollande, tenez-vous bien, je vais prendre des initiatives, déjà ça commence bien, pour que la zone euro soit encore plus forte, encore plus dynamique. Avec la force et le dynamisme de la zone euro nous avait un peu échappé, il faut le dire. Non, je crois que vous n'avez rien loupé. Et en réalité, Jordan a raison, les 14 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, ils sont cruciaux. Il faut faire, mes chers amis, de 2016 l'année la plus utile possible. Et nous allons pour cela travailler. Alors nous sortons des élections régionales, on n'a pas à rougir, on a fait mieux que jamais, 6 800 000 voix, plus même qu'à la présidentielle, alors qu'il y avait beaucoup moins de participation, le record historique, toute élection confondue du Front National, 28% des voix au niveau national, des élus absolument dans toutes les régions, et ils ont été acculés à montrer leur vrai visage, puisque vous avez vu comme moi que le Parti Socialiste s'est fait harakiri dans 2 régions, on va dire et demie, puisque la mienne c'était une région tout à fait particulière, où le Premier ministre prenait son téléphone pour demander aux élus de se retirer pendant la semaine d'entre-deux tours, et dans le Nord et en PACA, le PS a renoncé à avoir des élus, ce qui est quand même une drôle de conception de la démocratie pour un parti politique, mais c'est leur problème, tant mieux. Et ils ont montré leur collusion sur le fond, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement d'accord, ils font les élections ensemble, ils se font élire ensemble, et ils dirigent ensemble. Je vous en donne une toute petite preuve que nous avons eu, nous, dans notre région, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, où je dirige notre groupe d'opposition de 46 élus. On est arrivé le premier jour, début janvier, pour l'installation, tous les élus ont une petite mallette. Dans cette mallette, il y avait, figurez-vous, c'est un cas unique en France, pour tout le monde, un bel iPhone 6. 750 € pièce, plus l'abonnement. Sur le mandat, je vous laisse calculer la facture. Alors, le calcul a été fait, c'est au moins 200 000 € déjà de dépenses publiques. Sans consultation, sans vote, sans rien.
Alors nous avons, dans notre groupe, décidé de rendre les iPhone 6, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on demande d'ailleurs que ces iPhone 6 soient décomptés, qu'il n'y ait pas d'abonnement qui soit pris, qui soit rendu, que ça puisse faire une économie, constituer une économie pour la région. Eh bien, mes chers amis, nous avons été les seuls élus, les 46 élus patriotes sur 169 à le faire, les autres les ont gardés. Et quand nous les avons rendus, vous avez peut-être vu la vidéo, on entendait des cris, des hurlements derrière nous. UMP, PS, on nous disait qu'on était démagos. On a même entendu une élue dire « Mais on y a le droit, c'est à nous !» C'est à nous, mais elle était sincère. Elle était de bonne foi. J'en entendais même une, et vous entendrez, si vous prêtez l'oreille sur la vidéo, vous l'entendez cette conversation. Une élue qui disait « Mais moi j'ai déjà un iPhone par la mairie de Strasbourg, je vois pas pourquoi j'en aurais pas un par la région. » Bah oui, c'est normal. Bah non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que pendant ce temps-là, il y a 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pendant ce temps-là, il y a 6 millions de chômeurs. Pendant ce temps-là, ces partis viennent sur les télévisions et les radios nationales faire la leçon, expliquer qu'il faut serrer la ceinture, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut être exemplaire, etc., etc. Ils n'en font rien sur le terrain. Et je crois que si, au moins, cet épisode aura permis à certains d'ouvrir les yeux et de comprendre ce qui se passe, et pourquoi les élus en face se sont sentis permis d'avoir ce comportement indécent. Mais est-ce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir? Parce qu'évidemment, ce n'est pas la presse régionale qui va noter le comportement indécent de ses élus. Non, la presse régionale, elle reprendra les éléments de langage du président du conseil régional UMP en disant que c'est nous les populistes, les démagos, etc., etc. Évidemment. Et quand il n'y a plus de contre-pouvoir, toutes les dérives sont possibles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, oui, on va faire de 2016 une année utile. Et notamment, on va faire sauter, et c'est à nous, à vous, à nous tous, militants de la France, puisque nous sommes des militants de la France en étant des militants du Front National, de faire sauter les verrous. Je voyais un sondage, c'est inadmissible. 56% des Français pensent que nous sommes un danger pour la démocratie. Oui, mais c'est une réalité, il y en a qui le pensent. Alors c'est à nous de prendre le problème à bras-le-corps. Et à ces gens-là, il faut leur dire, parce que ce sont souvent des gens de bonne foi, et on en rencontre tous, parfois il suffit de 3 minutes pour les convaincre. Il faut juste qu'ils entendent autre chose que la propagande lancinante. Il faut leur dire, vous savez, on est le seul parti qui veut rendre le référendum obligatoire sur certains sujets. Les grands sujets, les traités, les modifications de la Constitution. On est le seul parti qui veut créer un vrai référendum d'initiative populaire comme les votations en Suisse. 500 000 signatures au niveau national, vous déclenchez vous-même un référendum. Oui, parce que les citoyens, c'est peut-être la différence avec les autres partis, nous on considère que les citoyens français sont des gens adultes qui savent ce qui est bon ou pas bon pour eux, et c'est à eux en démocratie d'être les seuls souverains et de décider librement ce qu'ils veulent. C'est le principe de démocratie et de responsabilité. Et puis nous sommes démocrates et beaucoup plus que les autres parce que nous voulons la proportionnelle dans les élections. La proportionnelle intégrale, au niveau local comme au niveau national. Pour que tout le monde, nous mais aussi les autres, soient représentés comme il se doit. Pour qu'il y ait un vrai débat d'idées. Et enfin, nous sommes démocrates et beaucoup plus que les autres parce que, et je dirais même que nous sommes beaucoup plus républicains que les autres, parce que nous voulons arracher à ceux qui n'ont pas la légitimité pour l'avoir, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire qui a été transférée notamment à Bruxelles, mais aussi à Berlin, mais aussi à Washington et dans d'autres villes du monde, cette souveraineté nationale qui n'appartient pas à d'autres personnes qu'au peuple français. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Il n'y a qu'un seul souverain dans la République française, ce sont les Français, c'est le peuple français. Et ce principe, nous le mettrons en œuvre dès que nous arriverons au pouvoir. Alors oui, faire de cette année une année utile. Puisque nous sommes le premier parti de France, et j'ai cru comprendre le premier parti de Seine-Saint-Denis, eh bien, on ne va pas nous faciliter la tâche. Évidemment, le système en face, la caste, l'oligarchie va se défendre, parce qu'on touche à ses intérêts, à ses postes, à ses mandats, à ses places, et souvent, en réalité, à ses intérêts financiers. Alors vous avez tous vu et tous
entendu cette affaire de perquisition au siège du Front National. Alors, j'y étais, donc je vais vous expliquer ce qui se passe, si on vous pose des questions sur le sujet. Tout part, il y a un an, de M. Schulz, président du Parlement européen, qui est un socialiste allemand, qui n'est pas une autorité morale supérieure, ou qui n'est pas la justice. Non, c'est un homme politique qui appartient au Parti socialiste allemand, c'est un adversaire résolu, féroce du Front National, c'est un grand copain de Manuel Valls. Même méthode. M. Schulz croit avoir trouvé le Graal, parce qu'il a trouvé sur le site internet du Front National l'organigramme du Front National. Et il se trouve que sur cet organigramme, il y a des assistants parlementaires qui ont aussi des fonctions politiques. Ben oui, ce sont des militants. Ils ont le droit. Et figurez-vous que la plupart du temps, c'est même bénévole. Et moi-même, je suis désolé, je suis député européen, mais je suis aussi vice-président bénévole pour le Front National. N'ai-je pas le droit? Bien sûr que si, j'ai le droit. Jordan, il est conseiller régional et en même temps, il est secrétaire départemental bénévole pour la Seine-Saint-Denis. C'est normal. Vous avez tous des professions et vous êtes en même temps militants bénévoles pour le Front National. C'est votre droit le plus sacré, le plus fondamental de tout citoyen. C'est aussi un droit pour les assistants parlementaires. D'autant qu'on parle souvent de jeunes filles ou de jeunes hommes qui ont 25 ans. Il n'y a donc rien, il n'y a aucune base légale pour cela. C'est de la pure politique politicienne. Schulz avait sorti son organigramme à une semaine à l'époque, souvenez-vous, des élections départementales. C'était le but. Ça n'a pas empêché la justice française de se mettre en branle. Alors nous sommes arrivés avant-hier matin au siège du Front National, on voit 30 policiers. Alors on s'est dit chouette, puisqu'on est menacé par Daesh, et il nous assure une protection. Enfin, puisque je vous l'annonce, autant il y a une protection permanente devant le siège du Parti Socialiste rue de Solferino, autant il n'y a pas un seul policier devant le siège du Front National. Malgré des demandes répétées, alors que nous sommes menacés par Daesh, je ne pense pas que le Parti Socialiste soit menacé par les islamistes. Non. En réalité, non, il s'agissait d'une perquisition. Alors ils sont venus dans tous les bureaux, y compris le mien, y compris d'autres bureaux de dirigeants. Ils ont fait tous les bureaux du Front National, ils ont pris ce qu'il y avait sur les ordinateurs, etc. etc. Mais, y compris d'ailleurs des cadres ou des collaborateurs du Front National qui n'avaient rien à voir ni de près ni de loin avec l'affaire, qui n'étaient ni députés européens ni assistants parlementaires. Il n'y a pas de juge d'instruction, c'est un procureur qui décide directement. Parce que ça signifie très concrètement, ça veut dire qu'en réalité, le pouvoir, le gouvernement, directement, puisque le procureur est directement lié et sous évidemment l'autorité du ministre et du gouvernement, eh bien vient espionner un parti politique d'opposition. Ce qui s'est passé là ne pourrait se passer dans aucune grande et vraie démocratie aujourd'hui. Aucune. Ce qui s'est passé là est un scandale. Et ce qui s'est passé là démontre que le pouvoir est aux abois. Que le pouvoir est prêt à tout pour se maintenir. Mais nous, mes chers amis, nous sommes prêts à tout pour arriver au pouvoir et pour les mettre dehors. Et c'est ce que nous faisons. Que ça ne vous impressionne pas, ça doit nous révolter, parce qu'on voit bien qu'ils jouent avec la démocratie, qu'ils n'en ont plus rien à faire, mais que ça ne vous impressionne pas. L'objectif est de vous impressionner moralement ou psychologiquement. Mais en réalité, c'est surtout le signe de leur désarroi. C'est le signe qu'ils ont renoncé à essayer de convaincre sur le fond, avec des arguments, avec des idées, avec des convictions. Alors, ce soir, vous êtes en train de louper le président de la République. Vous l'avez peut-être entendu l'autre jour, il était sur TF1 et France 2. Moi, j'ai le devoir de le regarder, parce que parfois, on doit réagir ensuite. C'est parfois difficile d'inventer des réactions quand il n'y a rien à dire. Mais on a vu un président... ce président, c'est un commentateur. C'est-à-dire qu'il commente les crises, il les prend les unes après les autres, il les commente. Pas mal parfois, mais il n'apporte aucune solution. Ce président, c'est un peu même hibernatus. C'est-à-dire qu'il se réveille 30 ans après, croyant que tout est comme il y a 30 ans. Sauf que non. Sauf que non, le monde a changé, la France a changé, et le peuple français a profondément changé dans ses aspirations. Il a commenté par exemple la crise des migrants et le terrorisme islamiste.
sans jamais prononcer le mot d'islamisme, évidemment. Vous aurez remarqué que le président de la République, pour l'instant, malgré les attentats de Charlie, l'hypercacher, puis les terribles attentats, le carnage du 13 novembre, n'a jamais prononcé le mot d'islamisme. Sur la crise des migrants, il a constaté, mais il n'a rien proposé. Ils sont en ce moment sur une idée fixe. Il faut répartir les camps, les campements. Donc ils vont commencer à partir de lundi de vider le campement de Calais, la jungle, mais ils la vident tous les 3 mois. Parce qu'en réalité, ça se re-remplit à chaque fois. Et quand ils vident, ils répartissent dans les territoires. Sauf qu'entre-temps, naissent de nouveaux campements, Grande-Sainte et d'autres. Et en Île-de-France, ça ne manque pas. Vous l'aurez constaté. Ce président ne peut rien et ne veut rien, comme son prédécesseur, parce qu'il n'a pas les manettes. Pourquoi il commente? Parce qu'il ne peut plus rien faire. Parce que s'il voulait faire, il arrêterait de bavarder depuis des mois et des mois sur la déchéance de nationalité. Sur la déchéance de nationalité, c'est très bien, c'est une idée du Front National, ça a été annoncé mi-novembre, enfin, mais il faut le faire. Il fallait le faire, ça aurait dû prendre une semaine. C'est quand même une simplicité biblique. Et c'est approuvé par tous les Français. Bien non, ça fait des mois et des mois qu'on traîne sur cette affaire, peut-être même pour rien au final, puisqu'on sent que ça ne débouchera sur rien. Or nous considérons, et nous avons toujours considéré, et on n'a pas attendu les attentats pour penser ainsi, que des gens qui vont, non seulement qui ont commis des attentats bien sûr, mais même, surtout avant, c'est peut-être plus efficace, plus utile, qui vont s'entraîner en Syrie, en Irak pour faire des horreurs et pour tuer des Français, ne méritent en aucune manière d'être Français, et qui doivent perdre leur nationalité française. Et qu'en perdant cette nationalité française, nous avons la possibilité de les expulser, de les mettre en dehors du territoire national. C'est ce qu'il faut faire. Et il faut étendre cette déchéance de nationalité aux crimes de sang, aux crimes les plus graves. Parce qu'il faut revaloriser la nationalité française. La nationalité française, c'est un honneur. Nous sommes une très grande et très vieille nation. Être français, ça n'est pas rien. Et vous devez toujours être fiers de vos idées. Jamais ne baisser les yeux. Parce que vous êtes inscrits dans l'histoire millénaire d'un grand peuple. Et vous êtes ici, vous le démontrez par vos idées, parce que vous n'avez pas renoncé à la France, vous êtes des grands Français. Et ça, soyez-en toujours conscients. Parce qu'en face de vous, vous avez toujours des petits bonhommes. Les responsables, je ne parle pas de la taille, hein. On a connu des présidents de la République qui étaient... Mais les responsables politiques qui vous insultent en face sont en réalité des gens qui ne croient plus en rien, et certainement pas en la France. Alors on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Et nous avons toujours dit qu'il fallait revaloriser la nationalité française, qu'il faut des critères beaucoup plus stricts et beaucoup plus méritants pour pouvoir devenir français. Qu'on peut mériter de devenir français, bien sûr, mais il faut que ça se mérite vraiment. Et pour cela, il faut prendre des mesures. Il faut rétablir nos frontières nationales. Il faut d'urgence rétablir ces frontières nationales. Et donc rétablir un corps de douane et les infrastructures qui vont avec. Il faut, je dis il faut, mais la Tunisie et l'Égypte l'ont fait en une semaine après les attentats là-bas. Il faut fermer l'ensemble des mosquées radicales, celles qui sont identifiées par le ministère de l'Intérieur. Elles sont connues. Elles sont connues et pourtant on les laisse. Il faut expulser les imams radicaux étrangers et il y en a beaucoup. Il faut revoir le code de la nationalité, on l'a dit. Et il est évident que si nous croyons en l'assimilation, nous ne la croyons possible que si l'immigration s'arrête. Parce qu'on ne peut pas assimiler une population étrangère qui est chaque année de plus en plus nombreuse. On fait venir 200 000 personnes légalement chaque année, et vous y rajoutez la crise des migrants, qui est absolument considérable, et qu'on ne nous dise pas « oui, mais ça concerne tous les pays sauf la France ». Ça me rappelle Tchernobyl, si vous voulez. Non. Non. Il y a 1 million. Il y a 1 million et quelques migrants qui sont arrivés rien que l'an dernier en Allemagne. Et figurez-vous que l'Allemagne a annoncé qu'ils en avaient perdu ils avaient perdu la trace de 600 000 d'entre eux. 600 000, la moitié.
Et ils continuent d'arriver au même rythme cette année. Et ça va s'amplifier puisque l'Union européenne a annoncé qu'il y en aurait 3 millions d'ici 2017. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans un espace qui n'a plus de frontières. Quand ils arrivent en Allemagne, ils peuvent venir en France dès le lendemain. Et si le problème n'existait tellement pas en France, alors comment m'expliquer que chaque jour arrivent dans des communes de France très grandes ou parfois très petites, 40, 50, 80, 120, 300, 500 migrants? Comment on me l'explique? Ça vient d'où? Ils viennent d'où si personne ne vient en France? On voit bien qu'on est dans un mensonge d'État. Et que ce mensonge d'État, il doit cesser. Parce que nous sommes dans un pays qui ne peut plus tolérer d'immigration supplémentaire. On n'en peut plus pour 1001 raisons. Économiquement, socialement, culturellement, pour des raisons d'assimilation, de communautarisme, Jordan en parlait. Est-ce qu'on peut décemment considérer que la France un jour sera apaisée si elle se morcelle en communautés qui se détestent? Si la loi religieuse remplace la loi de la République? Est-ce qu'on peut considérer qu'on sera un jour dans une France apaisée si certains considèrent les femmes comme des objets qu'on pourrait agresser sexuellement, violer, comme des êtres inférieurs, et qu'on ne me dise pas que je rêve? Qu'est-ce qui s'est passé à Cologne? Qu'est-ce qui s'est passé à Stockholm? Et qu'est-ce qui se passe dans des quartiers de France déjà maintenant, dans des zones de non-droit chaque jour, où des femmes n'osent plus sortir comme elles le voudraient, habiller comme elles le voudraient, faire ce qu'elles voudraient? Ça, c'est une régression civilisationnelle majeure. Et nous avons le devoir d'alerter et de prendre des mesures rapidement. Les seules mesures pour l'instant qu'ils ont annoncées, c'est qu'on va continuer de négocier avec la Turquie. Non, non, parce que ça c'est du chantage. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'argent à la Turquie, on accélère son adhésion à l'Union européenne. Or nous, qu'on soit très clair, nous ne voulons pas de la Turquie dans l'Union européenne. C'est une chose claire. On a toujours été clair sur cette affaire-là. Il y a un pays, l'Autriche, qui a annoncé il y a 2-3 jours, ben nous, on va arrêter de prendre des réfugiés. La Commission européenne a dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. L'Autriche a répondu on s'en moque. Eh bien c'est ce qu'on doit dire, on s'en moque. On fait ce qui est bon pour l'intérêt national et pour l'intérêt des Français. De la même manière, le président de la République a commenté la crise économique, le chômage. Là aussi, il a commenté. Il a dit il y a du chômage. Il a dit mais si ça baisse, je pourrais me représenter en 2017. Alors pour cela, il a trouvé une recette, je ne sais même pas si ce sera suffisant, mais il a annoncé 500 000 formations qu'on a sorties du chapeau pour les chômeurs. Bon, personne n'est dupe, il s'agit évidemment de sortir des chômeurs, de catégories de chômeurs et de les mettre dans les formations. Comme ça, on réduit de 500 000 statistiquement le nombre de chômeurs. Et comme ça, François Hollande peut arriver comme une fleur en mars 2017 et dire aux Français j'ai tenu ma promesse, je peux me représenter. Sauf qu'entre-temps, le chômage aura augmenté de un peu plus d'1 million. Alors que font-ils sur la crise économique? Bah rien non plus. Ils ne peuvent rien faire. Parce que les choses se tiennent. Les choses se tiennent. Je vous donne une autre perle, mais je la mettrai dans la catégorie instant de lucidité, malgré lui, à l'insu de son plein gré, de François Hollande, ce soir. Mais il parlait vous savez, du souhait britannique de faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Très bonne idée. Le Brexit. Nous, on attend le Frexit. Hein. Et on attend surtout le Rexit, que l'Union européenne quitte l'Europe. Ce sera une très bonne nouvelle. Alors, il a annoncé dans cet instant de lucidité malgré lui, mais si un pays retrouve ses frontières nationales, mais ça veut dire qu'il pourra aussi retrouver sa monnaie nationale et sa loi nationale. Oui, c'est tout à fait ce qu'on veut. Mais ça n'est pas possible parce que ce serait la déconstruction de l'Europe. Regardez l'argument. Ça n'est pas possible non pas parce que ce serait mal, parce que ce serait mauvais. On ne s'interroge même pas de savoir si c'est bon ou mauvais pour le pays. Mais nous considérons que c'est évidemment bon. Mais il ne faut pas le faire parce qu'il ne faut pas le faire. C'est ça la perversité de cette construction européenne. Remarquez toujours leurs arguments. Ce sont des arguments qu'ils assènent comme une idéologie, je dirais même comme un dogme, comme une religion. Ils parlent comme des grands prêtres. Ils vous demandent d'avoir un credo, de réciter une doxa. Mais ils n'essaient plus de vous convaincre. Ils n'ont pas d'arguments.
Ils n'ont pas d'argument rationnel. Ils ne parlent ni à votre cœur ni à votre raison. Ils essaient de vous intimider, de vous faire peur. Qui surfe sur les peurs? Le Front National? Mais où? Quand? Non, le Front National dit la vérité. Et peut-être même, parfois, il est en dessous de la vérité, alors qu'elle est déjà cruelle. Qui surfe sur les peurs? Eux, bien sûr, quand ils vous promettent l'apocalypse. Quand ils annonçaient que dans les villes Front National, ce seraient les barbelés. Ce seraient des villes qui sortiraient comme des îlots de France. Que ce serait la fin des associations, la fin de la culture, la fin de tout. Il se trouve que, merci beaucoup, ça se passe très bien dans les villes Front National. Ça se passe tellement bien que nos scores ne font qu'y grimper. Et qu'aujourd'hui, la plupart des maires Front National seraient réélus au premier tour s'il y avait des élections municipales. Baisse des impôts locaux, parfois déjà dans des conditions massives. Baisse de la dette, développement du commerce en centre-ville, amélioration de la sécurité, avec les leviers qu'on a au niveau municipal. Il y en a quelques-uns, on ne peut pas tout faire, mais on peut déjà agir. Aide aux associations qui le méritent, bien sûr, parce qu'on y croit aux associations. Démocratie, il y a des villes du front qui font des référendums locaux. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe, loin de leur propagande. Alors, ne tombez jamais dans ce discours défaitiste. Oui, le Front National, il défendra toujours la souveraineté nationale et la souveraineté économique et la souveraineté monétaire, parce que sinon on vous mentirait. Si on vous faisait croire qu'on pouvait tout changer sans rien changer, on serait comme les autres. Si on alignait des mesurettes en vous disant on va jouer sur ça, sur ça, sur ça, comme ils le font depuis 30 ans, on vous mentirait. Et on n'a pas envie de vous mentir. Et on n'a pas envie de se mentir. Un pays, je suis désolé, qui ne maîtrise pas sa loi, qui ne maîtrise pas son budget, qui ne maîtrise pas sa monnaie, qui ne maîtrise pas ses frontières, qui maîtrise de moins en moins sa diplomatie, son armée, qui ne maîtrise pas ce qui fait le cœur de la démocratie, c'est-à-dire la primauté de son droit sur un droit venu d'ailleurs, n'est pas un pays libre, et c'est un pays ligoté de toutes parts qui ne peut rien faire, si ce n'est commenter et se lamenter sur l'augmentation de l'insécurité, des périls, du terrorisme, du chômage, de la pauvreté, des inégalités et des difficultés du quotidien. Ça, c'est notre discours de vérité. Alors oui, il faut être exigeant. Oui, c'est pas facile. Oui, on nous dit l'euro, c'est pas facile à expliquer. Oui, mais les seuls qui ne veulent pas l'expliquer sont ceux qui ne veulent pas prendre la peine de l'expliquer. Les gens ne sont pas idiots. Moi, si je vous dis que on ne peut rien faire... Imaginez, je prends un exemple très concret. Je veux sortir de Schengen demain. Marine Le Pen est élue à la présidence de la République. Marine Le Pen sera élue. Je ne dirai donc pas si, mais je dirai quand Marine Le Pen sera élue à la tête de l'État. Elle annonce la sortie de Schengen. Ah, mais ça déplaira à ces messieurs-dames de Bruxelles. Évidemment. C'est un de leurs bébés. Mais que feront-ils à votre avis? Et dans les 2 semaines, la Banque centrale de Francfort coupera le robinet. On coupera le robinet. Vous ne pourrez plus aller à la banque chercher votre argent. Et on dira, ça se rétablira quand vous serez revenu dans le droit chemin. Quand vous suivrez la politique qui est la bonne, c'est-à-dire celle édictée par les saints-pères de l'Union européenne. Et puis, si on cède, miraculeusement, les robinets se desserrent et l'argent recoule. Eh bien, un pays qui ne maîtrise pas son système monétaire et sa monnaie, c'est aussi simple que cela, ne peut strictement rien faire en aucun domaine. Aucun. Alors, si on vous pose des questions sur ce sujet-là, ayez ces arguments. Et rappelez-vous que l'immense majorité, l'écrasante majorité des pays du monde, 95% et un peu plus, j'avais fait le compte, ont une monnaie nationale, et merci pour eux, ça se passe beaucoup mieux que dans la zone euro, y compris en Europe, et qu'il n'y a plus un pays européen hors euro qui veut rentrer dans cette monnaie. Plus un seul. Et quand on vous dira que tout cela n'est pas possible, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas récupérer sa souveraineté, qu'on ne peut pas récupérer ses frontières, son budget, sa monnaie et tout le reste, qu'on ne peut pas aider ses PME dans les marchés publics, parce que nous, on veut le patriotisme économique. Nous, on dit que les PME françaises, elles doivent avoir un avantage. Ça existe partout dans le monde, mais c'est interdit par l'Union européenne. Eh bien, vous aurez maintenant des arguments de poids. Vous vous souviendrez du « je m'en moque » de l'Autriche à la Commission européenne. Vous vous souviendrez surtout que le Royaume-Uni est en train de démontrer qu'on peut quitter l'Union européenne par un référendum. Et c'est ce que nous proposerons aux Français, un référendum. Qu'on peut avoir cette arme du référendum comme arme de négociation et l'utiliser ensuite si les négociations n'aboutissent pas pour sortir.
Parce qu'on est une vieille nation, on est un grand pays, on est la 5e puissance du monde. 6e, c'est vrai. Et il ne faut pas que ça continue de descendre. Alors mes chers amis, nous on croit en la France, ça fait toute la différence. Nous on l'aime, ça fait peut-être aussi toute la différence. Et nous on pense que l'indépendance, c'est pas l'isolement. On ne sera pas coupé du monde. Bien sûr qu'on continuera de commercer, de discuter, d'échanger avec nos voisins. Bien sûr qu'on aura les meilleures relations du monde avec nos voisins, et peut-être même meilleures que maintenant. On ne sera pas coupé, au contraire. On sera plus dans le monde. On ne cessera peut-être d'oublier qu'on est la 2e puissance maritime du monde, et que c'est quand même un avantage incroyable dont on ne parle jamais aux Français, qui représente une potentialité énorme. On oubliera peut-être le dénigrement, la repentance permanente. On oubliera peut-être d'apprendre à nos enfants qu'il faut détester la France, qu'elle est toujours coupable, que son histoire se résume à l'esclavage et à je ne sais quoi, à la collaboration, l'esclavage, et c'est tout, point final. Non, la France, sont ces rois qui l'ont créée, c'est une aventure, c'est une nation, c'est une civilisation, c'est un empire, c'est une république, ce sont les lumières, c'est un message universel porté au monde, c'est une culture, ce sont des arts, c'est une langue incroyable. Figurez-vous qu'elle pourrait devenir la première langue la plus parlée dans le monde en 2060. La France, c'est tout ça. Ce sont des gens qui ont des savoir-faire. Ce sont des gens qu'il faut aider, oui. On a des petits entrepreneurs, on a des entrepreneurs, des jeunes créateurs d'entreprises qui sont bourrés de talent. Mais ils partent. Ils partent. Parce qu'ils se disent, mais on ne peut rien faire en France. Bien sûr qu'on pourrait faire en France. Qu'on arrête déjà de les embêter comme on les embête. Qu'on arrête de les surcharger de paperasserie et autres insupportables normes comme on les surcharge aujourd'hui. Qu'on arrête de les traiter en permanence avec suspicion parce qu'ils pourraient être peut-être fraudés, volés. Non, ils sont là pour créer de l'emploi. C'est ça la France. Et notre devoir, c'est de le rappeler. Notre projet, c'est pas la précarité générale. Leur projet économique, il se résume aujourd'hui à la loi El Khomri. Je ne sais pas si vous avez vu. Cette loi, il faut quand même le voir. On n'est plus sur le débat sur les 35 ans, là, ça permet la semaine de 60 heures. Ça permet la semaine de 60 heures, les astreintes. Les astreintes. Si vous n'êtes pas sollicité en période d'astreinte, vous ne serez plus considéré en période de travail, mais en période de repos. Ça change tout. C'est une régression majeure. Et ça va créer, bien sûr, du stress supplémentaire, de la souffrance supplémentaire. Ça va éloigner encore plus le petit patron de son salarié. Or, ils ont des intérêts communs, et ils travaillent ensemble. Et souvent, même, ils développent des relations qui sont plus que professionnelles. Aucun ne prend plaisir à virer un employé. Aucun n'a envie de voir l'employé mal, précarisé, parce que c'est pas bon pour le travail. Et ce qu'ils demandent d'abord et avant tout, c'est des carnets de commandes qui soient remplis. Alors Madame El Khomri, vous savez, c'est cette ministre du Travail qui n'a jamais travaillé de sa vie. Elle est arrivée un beau jour. Elle est arrivée devant Monsieur Jean-Jacques Bourdin un matin. Elle était ministre du Travail, on lui a demandé, Bourdin lui a dit, c'est quoi le CDD? Je sais pas. Bon, elle n'a pas répondu, qui ça t'aider? Mais c'était pas loin. Enfin, vous vous souvenez de ce moment incroyable. Oui, on est la France, on a une école à redresser. Oui, pour nous, les maîtres mots, c'est l'effort, c'est l'autorité, c'est la discipline. L'école, c'est le lieu de transmission des savoirs. En primaire, on doit mettre le paquet sur le français. Il faut arrêter de se disperser partout. Sur l'apprentissage du français par la méthode classique d'enseignement, celle qui marche, loin des lubies de Najat Vallaud-Belkacem, dont il ne faut pas compter, sur qui il ne faut pas compter pour redresser l'école. C'est apprendre, je le disais, l'histoire de France avec fierté, parce qu'on peut et qu'on doit en être fier de notre histoire, qu'on peut et qu'on doit en être fier de nos couleurs, de notre drapeau, de notre nation, et qu'on doit se projeter dans l'avenir. Et l'autorité, oui, l'autorité, c'est une valeur positive. Le sens de l'effort, c'est une valeur positive. On n'est pas à l'école pour s'amuser, pour jouer. Parce que les années que vous passez à jouer à l'école, ce sont autant d'années que vous passerez à souffrir plus tard. Parce que vous n'aurez pas été préparé, vous n'aurez pas été outillé, vous n'aurez pas été formé pour affronter le monde tel qu'il est, sans détour. Ça, c'est le cœur de notre projet. Et c'est ce qu'on va dire en 2016 et ce qu'on va dire en 2017. Alors,
On a face à nous des concurrents, on a l'UMP, enfin l'ex-UMP. L'UNPS ou l'RPS, si vous me permettez cette mise à jour. C'est Sarkozy. Bon, Sarkozy, il a changé. Sarkozy, j'ai changé. Alors, il nous a fait le coup déjà en 2005, en 2007, en 2009, je passe. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant de ce côté-là, si ce n'est qu'ils sont en période de primaire. Donc c'est une période pour eux, je dirais, assez primaire, où ils vont se battre comme dans les cours de récréation de primaire. Et je peux même plus dire, avant je disais sur les plateaux, l'UMP se regarde le nombril, maintenant je suis obligé de dire, ils se regardent les nombrils. Parce que ce sont plus que des écuries de personnes qui se détestent, qui ne partagent plus rien en commun, c'est plus un parti politique. Je suis incapable de vous donner la position de ce parti sur aucun sujet. Vous allumez la radio ou la télévision, vous entendez 4 représentants de ce parti, entre NKM, Sarkozy, Ciotti, Juppé, Mariton ou je ne sais quoi, il n'y en a pas 2 qui disent la même chose sur aucun des sujets. Ça, évidemment, c'est discrédité. Et ça n'est pas un Juppé qui était Premier ministre il y a 21 ans qui incarne la moindre espérance. S'il le croit aujourd'hui, je crois qu'il aura des désillusions demain, quand il s'agira de faire campagne et de voter. Non, notre ambition, mes chers amis, c'est de porter Marine Le Pen à l'Élysée en 2017. Et on va s'y employer. Et nous allons gagner. Parce que la force qui nous pousse, la force de l'histoire, la force de la France, qui est dans nos cœurs, qui est dans nos tripes, cette force, elle est plus forte que tout, si vous me permettez cette expression, elle est plus forte que tout. Elle a permis déjà plusieurs fois à notre pays de survivre, de rebondir, de renaître dans son histoire. Il en sera de même cette fois-ci. C'est à nous d'aller voir chacun et chacune des Françaises et des Français pour leur dire « Tu n'as pas le droit de renoncer, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu as obtenu un pays en héritage, tu dois le transmettre dans des conditions au moins aussi favorables que celui que tu as reçu. » Eh bien, c'est cet amour de la France qui sera notre carburant et qui nous permettra d'envisager 2016 et 2017, surtout, totalement, intégralement, magistralement, en bleu marine. Merci beaucoup.